Le matin s'est levé avec une couleur étrange sur Ouagadougou. Le ciel semblait plus dense, comme s'il retenait les larmes d'une douleur qui n'avait pas encore eu lieu. L'air portait une sensation différente. C'était comme si quelque chose était sur le point de changer. Et tous, même sans le savoir, respiraient cette attente. Dans l'aile pédiatrique du plus grand hôpital public de la capitale, le silence régnait entre des murs de plâtre effrités, où les sourires des enfants étaient rares, mais persistaient malgré tout. Dans la chambre 208, une fillette de 7 ans nommée Aïcha observait par la fenêtre la cour desséchée, rêvant de quelque chose que ses médecins avaient déjà écarté depuis des mois. Elle ne parlait pas beaucoup. Depuis qu'on lui avait diagnostiqué une rare maladie cardiaque, elle s'exprimait uniquement avec les yeux. Et ce jour-là, ses yeux disaient tout, l'espoir, le désir et une patience qu'aucun enfant ne devrait connaître. Pendant ce temps, loin de là, Ibrahim Traoré enfilait une chemise blanche simple et chaussait des sandales usées. Il était dans son bureau, entouré de rapports militaires, d'agendas internationaux, de pressions que peu d'hommes supporteraient plus d'un mois. Mais ses yeux étaient ailleurs, entre ses mains une lettre manuscrite. L'écriture était enfantine, tremblante mais déterminée. « Mon président, je sais que je vais mourir, mais avant cela, j'aimerais vous rencontrer. » Elle était signée Aïcha. Il n'y avait ni exigence ni chantage émotionnel. Juste une prière simple, pure et silencieuse. Et c'est cette absence de revendication qui frappa Traoré comme un coup de tonnerre. Il ferma les yeux un instant, comme s'il conversait avec quelque chose que personne d'autre n'entendait, puis se leva en silence. Il n'appela pas les caméras. Il n'annonça pas de visite officielle. Il demanda simplement à son chauffeur de le conduire à l'hôpital central. Sur la banquette arrière, il n'emportait qu'un bouquet de fleurs des champs et une poupée en tissu faite à la main par une artisane de Bobo Dioulasso. Lorsque la voiture franchit les portes de l'hôpital, personne n'y crut. Les infirmiers restèrent figés à leur poste. Les médecins interrompirent leur réunion. Il était rare de voir le président ici, encore moins sans escorte en formation. Mais c'était bien lui, sans uniforme, sans discours, sans scénario. Juste un homme, avec l'air de celui qui portait dans son cœur une mission silencieuse. La directrice de l'aile pédiatrique courut à sa rencontre, nerveuse, tentant d'expliquer la situation clinique d'Aïcha, les contraintes, les risques. Mais Traoré se contenta d'acquiescer, respectueux, et demanda à être conduit à la chambre de la fillette. La porte de la chambre 208 s'ouvrit lentement. Aïcha était assise sur son lit, jouant avec des morceaux de tissu, la tête couverte d'un foulard coloré. Lorsqu'elle vit l'homme debout à la porte, elle ne réagit pas immédiatement. C'était comme si son esprit mettait du temps à comprendre. Mais ensuite, ses yeux se remplirent de larmes, et elle dit simplement « C'est toi ?» et il sourit. Il s'agenouilla devant le lit et murmura « Oui, c'est moi, Aïcha ». Elle tendit la main et il la prit comme s'il s'agissait d'un vase en porcelaine ancienne. Aucune cérémonie, aucune parole publique. Juste deux êtres humains se rencontrant là où le monde oublie souvent, dans la souffrance d'un enfant. La conversation dura près d'1 heure. Il écouta plus qu'il ne parla. Il lui posa des questions sur ses dessins, sur l'école, sur ce qu'elle aimait le plus. Puis, dans un moment de silence, Aïcha révéla son plus grand rêve. « Je voudrais être pilote d'avion. » Son sourire était timide, comme si elle s'excusait de désirer quelque chose d'aussi impossible dans son état. Mais Traoré ne rit pas. Au contraire, ses yeux s'assombrirent, comme si une flamme s'était allumée. Il lui dit au revoir en l'embrassant sur le front et quitta la chambre d'un pas lent, pensif. Dehors, il regarda le ciel et dit seulement « On va le faire ». Cet après-midi-là, le président réunit sa petite équipe de confiance. Il n'y avait pas de temps pour la bureaucratie. L'enfant était en phase terminale et il ne lui restait peut-être que quelques semaines. C'est alors qu'une idée surgit. Simuler un vol complet pour Aïcha, avec uniforme, cockpit, tour de contrôle et même des passagers volontaires. Ce serait une mission presque impossible en si peu de temps, mais ceux qui connaissaient Traoré savaient qu'il ne s'entendait pas avec le mot « impossible ». En moins de 48 heures, un hangar de l'aéroport de Ouagadougou fut transformé. Des techniciens de l'armée de l'air, des ingénieurs, des artistes, tous collaborèrent en silence, émus par la demande. Et au centre de tout cela, il y avait Ibrahim, supervisant chaque détail. Il voulait que pendant 1 heure au moins, cette fillette oublie sa maladie. Il voulait qu'elle vole. Le lendemain matin, un hélicoptère atterrit discrètement à l'hôpital. Les médecins autorisèrent le transport, avec une extrême prudence. Aïcha fut emmenée.
accompagné de 2 infirmières et de sa mère, qui ne pouvaient retenir ses larmes. Lorsqu'elles arrivèrent au hangar, Aïcha resta silencieuse. Ses yeux, pour la première fois depuis des semaines, s'écarquillèrent d'émerveillement pur. Là se tenait un Boeing 737 peint à son nom, le vol d'Aïcha. Traoré l'accueillit en uniforme de commandant et annonça d'une voix solennelle « Capitaine Aïcha, votre équipage est prêt. » Elle rit. Elle rit d'une manière que les médecins n'avaient pas vue depuis des mois. Elle rit de tout son cœur. Pendant le vol simulé, Aïcha occupa le siège du pilote, appuya sur des boutons, écouta des commandes à la radio. Tout semblait réel. La fenêtre affichait des nuages créés par une projection numérique. Les sons des moteurs vibraient dans l'espace. Même une légère turbulence fut mise en scène. Et à la fin, une foule de volontaires jouant les passagers l'applaudit. La fillette retira sa casquette de pilote et s'inclina avec élégance. Et à cet instant, il n'y avait ni douleur ni mort. Il n'y avait que la vie, pure, légère, éternelle. Quand la journée s'acheva, Traoré emmena Aïcha sur la piste et lui dit « Aujourd'hui, tu as volé, et personne ne pourra t'enlever ça. » Elle sourit, faible, mais heureuse. Et avant d'être ramenée dans l'hélicoptère, elle serra sa main avec force et dit « Maintenant, je peux dormir. » Il répondit « Dors en paix, capitaine. » Cette nuit-là, le ciel du Burkina Faso semblait différent. Au-dessus de la capitale, les étoiles brillaient avec une intensité rappelant d'anciens présages. Ceux qui passaient dans les rues ne savaient pas exactement ce qui s'était passé dans ce hangar, mais une sensation de miracle silencieux flottait sur la ville. À l'hôpital central, les couloirs étaient plus calmes que d'habitude. Les médecins se regardaient en silence, émus, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose de plus grand que la médecine. Et dans la chambre 208, Aïcha dormait comme elle n'avait pas réussi à le faire depuis longtemps. Le sourire restait sur son visage, et sa mère, assise près du lit, ne retenait plus des larmes de douleur, mais de gratitude. Les jours qui suivirent ne furent pas faciles. L'état de santé d'Aïcha restait grave. Son corps, fragile comme du papier, montrait des signes d'épuisement, mais son âme était en paix. Et c'est cette paix qui se répandit comme un parfum rare à travers le pays. Le geste de Traoré, gardé sous silence par les canaux officiels, explosa sur les réseaux sociaux après qu'une infirmière émue eut partagé discrètement une photo d'Aïcha habillée en pilote aux côtés du président. La légende disait simplement « Aujourd'hui, une enfant a volé ». Et cette image traversa les frontières, les religions, les idéologies. Soudain, le monde entier parlait d'un leader africain qui, au lieu d'escorter des généraux ou de couper des rubans rouges, passait l'après-midi à réaliser le rêve d'une fillette au bord de la mort. En quelques jours, des journalistes tentèrent d'interviewer Traoré. Ils demandèrent des déclarations, des interviews, des gros titres, mais il refusa tout. Il dit seulement « Ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos d'elle ». Et avec cela, il scella l'histoire comme si elle n'appartenait qu'à la fillette et au peuple qui apprit à aimer plus profondément grâce à elle. Mais comme toute histoire qui touche l'âme d'un peuple, elle refusa de mourir. À Bobo Dioulasso, des jeunes peignirent des fresques d'Aïcha en capitaine d'un vaisseau fait de fleurs. À Wahigouya, des écoles montèrent de petites pièces de théâtre inspirées du vol de la fillette. Et dans les églises, les mosquées et les temples, les prières commencèrent à inclure le nom d'Aïcha aux côtés des héros nationaux. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré restait silencieux. Il observait, mais n'intervenait pas. Il savait que ce genre de miracle ne se contrôle pas. Il se contemple. Cependant, en lui, quelque chose avait changé. Cette visite à l'hôpital n'avait pas été qu'un geste de compassion. Elle avait touché des parties de lui que ni la guerre, ni la politique, ni les discours n'avaient atteintes. Et c'est à partir de ce nouveau sentiment qu'il décida de faire quelque chose d'impensable pour un chef d'État en plein exercice du pouvoir. Il convoqua une réunion extraordinaire avec le ministère de la Santé et proposa un projet pilote, transformer les ailes pédiatriques les plus critiques du pays en espace non seulement de traitement, mais de réalisation de rêves. Il demanda moins de béton et plus de couleurs, moins de paperasse et plus d'âme. Des architectes, des médecins, des artistes et des psychologues furent appelés pour réimaginer la manière dont le pays prenait soin de ses enfants malades. Ce ne serait pas un programme assistentialiste, ce serait un programme de sauvetage de l'espoir. Et le nom choisi pour le projet fut unanime, le vol d'Aïcha. Alors que les travaux commençaient discrètement, quelque chose d'encore plus fort était sur le point de se produire. 4 semaines après la visite à l'hôpital, l'état d'Aïcha s'aggrava soudainement.
Une hémorragie interne fit que les médecins déclarèrent que la fin était imminente. L'hôpital entra dans une alerte silencieuse. Sa mère pleurait doucement dans le couloir, tandis que les infirmiers joignaient les mains en silence, comme s'ils étaient sur le point de perdre une sœur. Et puis, cette nuit-là, à 3h20 du matin, Aïcha s'en alla. Les moniteurs s'éteignirent un à un. Et pour la première fois depuis la construction de l'hôpital, médecins et auxiliaires firent une minute de silence devant une chambre d'enfant. C'était comme si tous savaient, quelque chose de sacré venait de s'achever ici. Le lendemain matin, le téléphone d'Ibrahim Traoré sonna. Il répondit d'une voix basse, il écouta chaque mot. Puis en silence, il se rendit seul à l'hôpital. Il entra dans la chambre 208, désormais vide, et resta là, immobile pendant de longues minutes. Sur le lit, il n'y avait que l'uniforme de pilote plié et la poupée en tissu. Il prit la poupée avec précaution, comme s'il touchait un objet sacré, et sortit. Dans les couloirs, médecins et infirmiers s'alignèrent automatiquement, en silence absolu. Personne n'applaudit, personne ne parla. Tous savaient qu'ils étaient face à un deuil collectif. 2 jours plus tard, l'enterrement eut lieu dans un petit village, aux environs de Benfora, où la famille d'Aïcha avait des racines ancestrales. Ibrahim y assista sans escorte. Il s'agenouilla devant le petit cercueil blanc et fit une prière silencieuse. Puis, regardant le ciel, il dit « Capitaine Aïcha, mission accomplie ». Et avec cela, il déposa une fleur blanche sur le cercueil et se retira. Mais ce même jour, avant le coucher du soleil, quelque chose de surprenant se produisit. Des milliers d'enfants furent vus portant des casquettes de pilote dans les rues du pays. Les professeurs distribuèrent du papier pour qu'ils dessinent leurs rêves. Les réseaux diffusèrent des messages avec une seule phrase. « Aujourd'hui, nous avons tous volé avec elle ». Dans les semaines qui suivirent, la fondation Le Vol d'Aïcha s'étendit comme une chaîne de lumière. Des hôpitaux au Ghana, au Togo, en Côte d'Ivoire et même au Congo demandèrent l'autorisation de répliquer l'initiative. Des leaders internationaux saluèrent publiquement le geste. Mais Traoré, fidèle à sa simplicité, disait toujours la même chose. « Ce que j'ai fait n'était pas de la politique, c'était de l'humanité. » Et cette phrase commença à circuler dans les écoles, sur les murs, les fresques et même dans les cahiers. Les enfants la répétaient comme une nouvelle prière. Le président, que beaucoup connaissaient pour sa fermeté contre la corruption et l'oppression, était désormais aussi vu comme l'homme qui avait réalisé l'impossible pour une fillette qui ne voulait que voler. Et lors d'une cérémonie publique, au centre de la capitale, un avion-école baptisé Aïcha 208 fut officiellement remis à un projet de formation de jeunes pilotes. Devant une foule silencieuse, Traoré monta sur scène, portant à nouveau la chemise blanche. Il prit le micro et dit « Certains pensent que le courage, c'est prendre les armes, mais le vrai courage, c'est affronter la douleur avec un sourire, comme elle l'a fait. » Puis il regarda le ciel, comme s'il attendait une réponse venue d'en haut. Et peut-être y eut-il une réponse, car pendant un instant, une rafale de vent souffla fort entre les drapeaux, comme un murmure venu des cieux. Des mois plus tard, en visitant une école à l'intérieur du pays, Traoré vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Une fillette tenait un cahier avec une image d'Aïcha dessinée à côté d'un avion. En le voyant, elle dit « Président, un jour, moi aussi je volerai. » Il sourit, posa une main sur son épaule et répondit « Tu voles déjà. » Puis il marcha en silence, avec le soleil derrière lui projetant une ombre longue. Non pas celle d'un dirigeant, mais celle d'un homme qui avait compris que transformer le monde commence par le simple geste d'écouter le rêve d'un enfant.